Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et l'été ou le printemps, quand il fait meilleur, dans le jardin, il y a comme une grotte, une caverne, quelque chose d'aménagé, il se réfugie dedans. Et c'est un enfant qui est à la fois dans le rêve et aussi l'action, puisqu'il est scout. Donc il vit dans la nature, aussi, hein. Ça va complètement le marquer. Je crois que même jusqu'à la fin de sa vie. Ouais, il dira j'ai été scout, je serai scout toute ma vie. Ça... Et il va vivre dans la nature et avoir un goût immodéré pour les cabanes, pour la vie au grand air, la vie en groupe. Sachant que paradoxalement, c'est pas non plus le grand meneur d'hommes qu'on pourrait attendre. Ça, c'est une question que j'allais poser. Ouais, c'est quelqu'un qui se fond avec les autres, qui va faire un service d'ailleurs militaire dans la marine nationale, l'esprit d'équipage, la hiérarchie, mais qui avec la hiérarchie et l'autorité c'est pas son truc. On peut le dire en tant que biographe, c'est pas là qu'il excelle, mais par contre c'est un jeune garçon qui rêve, qui écrit, qui lit beaucoup. On est à une époque dans les années 20 où il n'y a pas de télévision, la radio est balbutiante, donc tout passe par la littérature. Et puis ce qui est touchant, c'est que ses parents sont dans une éducation qui est exigeante, parce que une éducation bourgeoise de province, on doit travailler, il y a le labeur, on voit le papa travailler, la maman s'occuper du foyer, mais aussi d'une bienveillance, puisqu'avec avec sa sœur, il y a des discussions qui sont à l'époque assez inédites, puisque les parents font tout pour que leurs enfants trouvent leur voie. Et Paul-Émile Victor, figurez-vous, va même faire des essais dans l'aviation. Quand il aura, je crois de mémoire, 17-18 ans, il va aller voler à Orly. Alors à Orly, le tarmac, il n'y en a pas, c'est de l'herbe. Et il va s'exercer, il va participer au Tour de France aérien Dunlop de 32. Alors il n'y a pas de trace de lui puisqu'il a fait que 2 étapes sur les 10, et puis c'est pas un très bon pilote non plus, je crois, mais néanmoins il a tenté, c'est l'action, c'est le rêve. C'est d'ailleurs, ça avait été le titre de la biographie illustrée là chez Paulsen, l'action et le rêve, et les ferments de l'aventure sont vraiment vraiment là, quoi. Ils sont nombreux d'ailleurs à cette époque-là. On est dans cette époque des années 20 où il y a beaucoup d'aventuriers qui se lancent dans l'aviation, dans l'automobile, c'est les courses, c'est l'époque de la croisière jaune, c'est toute cette mouvance. Il est dedans en fait, mais sans savoir déjà qu'il a envie d'être aventurier, de partir à l'aventure. Je pense que c'est plutôt un sportif entre guillemets. Ouais, mais je pense que celui qui va devenir Paul-Émile, il est dans le rêve. Moi, par mimétisme, petit garçon, j'étais dans une autre époque, transporté dans les années 80, à l'époque de Spielberg, Indiana Jones, Philippe de Dieuleveux, la chasse au trésor, de la littérature, Jules Verne. Et il y a beaucoup de petits garçons, petites filles aussi d'ailleurs, qui ont rêvé d'ailleurs, qui étaient... moi, j'étais bloqué dans ma campagne nantaise, je ne connaissais pas le monde, je voyageais que dans les frontières, et vous avez un besoin d'assouvir. En tout cas, moi, j'avais envie de croquer les latitudes, croquer les longitudes, d'aller voir le désert, d'aller voir les glaces. Et puis souvent, les rêves d'enfants s'évanouissent, puisque les professeurs, le système d'éducation, les parents, les injonctions à faire un métier font que vous renoncez à ces rêves-là. Et Paul-Émile va aussi tâtonner, puisqu'il va faire l'école centrale de Lyon. Son papa lui dit il faut que tu aies une formation solide, et qui est une formation donc très, très pratique. Et ça, il a aussi une intelligence manuelle, parce qu'il sera capable de concevoir des traîneaux, de réparer, il aime bricoler. C'est aussi un artiste accompli, il va peindre, c'est un poète. Et après l'école centrale de Lyon, il revient à l'usine, et le papa le prend sous son aile, il fait tous les métiers, et normalement il reprend la suite, quoi. C'est quelques années, je crois, 2-3 ans. 2 ans, et là c'est le spleen absolu, le spleen total. Il est chez papa-maman, alors qu'auparavant il a fait quelques mois dans la marine marchande. L'expérience s'est pas conclue d'une manière très, très brillante, mais il a connu New York, le New York de la Prohibition. Oui. Il a fait un embarquement en Méditerranée, en océan Atlantique. Ensuite, il a été dans la marine nationale. Et là, il n'a pas de chance, parce que dans la marine nationale, quand vous êtes fin des années 20, début des années 30, et que vous faites un service national, normalement, un service militaire, vous allez au moins au Moyen-Orient, voire l'Extrême-Orient, vous allez loin. L'Indochine, etc. Et lui, il va se retrouver bloqué sur le porte-avions Béarn, qui est, on dirait... en indisponibilité maintenant, qui est en travaux, et il va être affecté sur un autre bateau à Cherbourg, un dragueur de mine, mais il n'y aura rien d'extraordinaire. Et ces 2 expériences maritimes dans la Marmare, comme on dit, la marine marchande, et la marine de guerre, la marine nationale, la royale, vont pas être concluantes. Donc il rentre penaud à Lons-le-Saunier. Le papa le prend sous son aile en lui disant écoute, tu vas apprendre un métier. Et là, les parents comprennent on dirait aujourd'hui qu'il est en dépression, quoi. Ça va pas le faire. Et son papa lui dit mais
qu'est-ce que tu veux faire? Et là, la légende dit il savait qu'il voulait être ethnologue, mais en fait, il va à Paris, il est reçu par un oncle de la famille, un oncle, quelqu'un qui était proche de la famille, et cette personne, Joseph Kergomar, dont d'ailleurs la femme est à l'origine des jardins d'enfants, des écoles maternelles. Donc on voit qu'il baigne dans un univers qui est quand même très très favorable en termes d'éducation, va lui dire va traîner tes guêtres à l'université, à Paris-Sorbonne. Et là, il découvre une plaquette avec le musée de l'homme. C'est pas le musée de l'homme, c'est le musée de l'ethnographie au Trocadéro, avec une formation en ethnographie qui est dispensée par d'éminents professeurs, Paul Rivet, Marcel Mauss, qui vont créer l'école de l'ethnologie. On a une époque de l'exploration scientifique où, pour la première fois, je pense, dans l'histoire de l'humanité, on considère l'autre qu'on va avoir dans les autres latitudes comme son alter ego. Oui. On n'est plus avec son casque colonial en disant « moi je suis le sachant, il faut que tu crois en ma religion, que tu crois en mes valeurs, etc. » On veut les observer, on a compris que ces sociétés primitives, le mot est peut-être un peu péjoratif, mais sont en train de disparaître, que les sociétés nomades, semi-nomades vont disparaître globalement avec la modernité. Et ces professeurs enseignent l'ethnographie, comme on dit. Et Paul-Émile Victor dira que c'est l'ethnographie amoureuse. Et lui va choisir les Esquimaux qu'on appelle les Inuits. Les Inuits, ouais. C'est drôle que vous disiez ça parce que pendant longtemps encore, on va continuer de façon coloniale dans le monde entier, que ce soit en France ou ailleurs. Il y a cette école dans les années 30 avec Marcel Mauss, Paul Rivet qui lance l'ethnologie sur un... C'est nouveau en fait, c'est nouveau courant. C'est un nouveau courant, un courant qui est humaniste. D'ailleurs, c'est un tel courant qui est humaniste que le premier réseau de résistance, si ma mémoire est bonne, il sera au Musée de l'Homme, oui, c'est vrai. Musée d'ethnographie au Trocadéro, ouais. ce qui pour moi veut dire quelque chose. Et Paul-Émile, qui lui va véritablement le lancer en 1934, grâce à un mentor qui sera le commandant Charcot, ouais. Qui va aller voir au culot quel nom. Et Paul-Émile va faire partie de ces élèves qui vont... En fait, on va chez l'autre, chez les indigènes, comme on disait, entre guillemets, et on vit avec eux, on partage leur quotidien, on les étudie, on les juge pas. Et Paul-Émile Victor a des talents, des cordes à son arc. Il sait dessiner. Il a un don inné pour les langues. Il va vite apprendre à parler l'Inuktitut. Il est surnommé Vitou parce que les Esquimaux Inuits n'arrivent pas à prononcer Victor. Il va tomber amoureux, oui. Ce qui aide. Ouais. Et derrière, il va décrire, il écrit remarquablement bien. Et il a compris que l'exploration doit se partager. Puisqu'on est encore dans une époque où l'exploration du temps de Charcot, on faisait ces explorations, on les racontait à ses pairs, on faisait une belle... Dans des sociétés spécifiques. Voilà, on allait à la Société de géographie 184 boulevard Saint-Germain, mais qui est toujours là. Qui est toujours là, qui abriite la Société des explorateurs, dont Paul-Émile Victor sera l'un des fondateurs en 1937. Et là, Paul-Émile Victor fait partie de ces... En 1937, un peu avant, il a à l'aube de la trentaine, qu'il faut le raconter, il faut le partager. Et c'est là que va se créer ce modèle de l'explorateur qui fait ses explorations, qui ont fait des récits qui paraissent en librairie. Paul-Émile, c'est Boréal, les banquises en 37-38, des succès colossaux. Très tôt, en fait, c'est incroyable. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.